En 1784, une comtesse française a empoisonné son époux avec de l'arsenic dissous dans du vin de Bourgogne, puis a attendu 3 années entières avant de fuir le château familial avec un homme que la société considérait comme sa propriété. Ce qui s'est produit ensuite a divisé la noblesse française et fait disparaître à jamais tous les documents officiels de cette affaire. Avant de continuer, si cette histoire vous intrigue déjà, abonnez-vous à cette chaîne et dites-moi dans les commentaires de quelle ville vous nous écoutez. Votre soutien permet de faire revivre ces récits oubliés par l'histoire officielle. Maintenant, laissez-moi vous ramener à l'automne de 1781, dans une région reculée du centre de la France, entre les vallées de la Loire et les premiers contreforts du Massif central. À cette époque, la France vivait ses dernières années d'Ancien Régime dans une tension grandissante. Le roi Louis XVI régnait depuis 7 ans, mais son autorité s'effritait progressivement face aux critiques des philosophes, aux revendications du tiers-État et aux premières rumeurs de banqueroute du royaume. Dans les salons parisiens, on débattait des idées de Rousseau et de Voltaire. Mais dans les provinces reculées, le système féodal maintenait encore son emprise totale sur la vie quotidienne. Le domaine de Valcoeur s'étendait sur plus de 2000 hectares de terres cultivables, de forêts denses et de pâturages vallonnés. Le château lui-même, construit au début du XVIIe siècle, dressait sa masse de pierres grises au sommet d'une colline dominant 3 villages dont les habitants travaillaient exclusivement pour la famille comtale. Ses tours carrées, ses fenêtres à meneaux et ses toits d'ardoise reflétaient la puissance d'une lignée qui remontait aux croisades. Les murs épais gardaient la fraîcheur en été et une humidité pénétrante en hiver, malgré les immenses cheminées qui brûlaient du bois jour et nuit dans les appartements nobles. La vie au château suivait un rythme immuable dicté par les saisons agricoles et les obligations sociales de la noblesse provinciale. Chaque matin, les domestiques se levaient avant l'aube pour allumer les feux, préparer les repas et entretenir les innombrables pièces du domaine. Les paysans apportaient leurs redevances en nature, des sacs de grains, des volailles, des fromages et du vin nouveau qui remplissait les caves voûtées. Le dimanche, toute la maisonnée assistait à la messe dans la chapelle privée du château, où le curé rappelait l'ordre divin qui plaçait chacun à sa place dans la société. C'est dans ce monde rigide et hiérarchisé qu'arriva, en octobre 1781, la nouvelle comtesse de Valcoeur. Elle s'appelait Henriette Louise de Fontbrun, et elle avait tout juste 18 ans lorsqu'elle franchit pour la première fois les grilles du domaine dans un carrosse aux armoiries fraîchement repeintes. Son mariage avec Armand Gaston, comte de Valcoeur, avait été arrangé 6 mois plus tôt par les 2 familles, soucieuses d'unir leurs terres et de consolider leur position dans une noblesse provinciale menacée par l'appauvrissement progressif. Henriette Louise était une jeune femme mince au visage ovale, aux yeux noisettes et aux cheveux châtain clair qu'elle portait poudrés selon la mode du temps. Elle avait reçu l'éducation typique d'une fille de la petite noblesse, élevée dans un couvent jusqu'à ses 16 ans, où elle avait appris le catéchisme, la broderie, un peu de musique et les rudiments du latin nécessaires à la lecture des textes sacrés. On lui avait surtout enseigné l'obéissance, la modestie et le devoir conjugal qui consisterait à donner des héritiers à son futur époux. Le comte Armand Gaston avait 42 ans au moment du mariage. C'était un homme de stature moyenne, au ventre proéminent, au visage rougeau marqué par l'abus de vin et de viande. Veuf depuis 3 ans, il avait perdu sa première épouse en couche avec l'enfant, un garçon mort-né qui aurait assuré la lignée. Depuis, il vivait seul au château avec une domesticité réduite et une réputation de plus en plus sombre parmi les nobles des environs. On murmurait qu'il battait ses serviteurs pour des vétilles, qu'il buvait du matin au soir, et qu'il entretenait des relations troubles avec certaines paysannes du domaine. Mais ces rumeurs n'avaient pas franchi les murs du couvent où Henriette Louise avait grandi, et la jeune fille ne découvrit la véritable nature de son époux que lors de leur nuit de noces. Ce qui se passa dans la chambre nuptiale cette nuit-là ne fut jamais consigné dans aucun document. Mais 3 jours plus tard, la femme de chambre nouvellement assignée à la comtesse rapporta avoir vu des ecchymoses sur les bras et le cou de sa maîtresse.
Henriette Louise ne se plaignit jamais officiellement. Elle savait qu'une épouse n'avait aucun recours légal contre son mari, que l'Église et la loi lui ordonnaient de se soumettre, et que toute rébellion ne ferait qu'empirer sa situation. Les premiers mois de son mariage furent un cauchemar silencieux. Le comte la traitait tantôt avec indifférence glaciale, tantôt avec une brutalité calculée qui ne laissait jamais de marque visible sur le visage. Il exigeait sa présence au repas, mais ne lui adressait presque pas la parole, préférant boire en silence ou invectiver les domestiques pour la moindre imperfection dans le service. La nuit, il venait dans sa chambre sans prévenir, et elle devait subir ses assauts avec une résignation muette. Le reste du temps, elle vivait enfermée dans ses appartements, brodant des nappes d'autel pour la chapelle ou lisant les quelques livres pieux que contenait la bibliothèque du château. L'unique consolation d'Henriette Louise était la compagnie de sa femme de chambre, une jeune paysanne nommée Margot, qui lui témoignait une affection sincère et tentait d'adoucir son quotidien par de petites attentions. Margot avait 20 ans, un visage rond aux joues roses et une nature joviale qui survivait malgré la dureté de sa condition. Elle racontait parfois à sa maîtresse des histoires du village, des mariages, des naissances, des disputes entre familles, créant ainsi une fenêtre sur un monde extérieur qu'Henriette Louise ne connaissait plus. Tout changea au printemps de 1782, lorsque le comte fit l'acquisition d'un esclave aux Antilles par l'intermédiaire d'un marchand bordelais. À cette époque, bien que l'esclavage soit interdit en métropole selon un ancien édit royal, de nombreux nobles contournaient cette interdiction en ramenant des colonies des serviteurs qu'ils présentaient comme des domestiques libres, alors qu'en réalité, ces hommes et ces femmes restaient leur propriété absolue. Le Code noir, promulgué sous Louis XIV, ne s'appliquait officiellement qu'aux territoires d'outre-mer, mais la traite continuait à enrichir les ports français et les propriétaires coloniaux qui fournissaient le sucre, le café et l'indigo consommés dans tout le royaume. L'homme qui arriva à Valcoeur en mai 1782 avait environ 25 ans. Il était grand, avec une musculature développée par des années de travail forcé dans les plantations de canne à sucre de Saint-Domingue. Sa peau était d'un noir profond, ses traits réguliers, son regard à la fois fier et méfiant. Le comte l'avait acheté pour une somme considérable, attiré par sa force physique et la possibilité d'exhiber aux yeux de ses voisins nobles ce symbole de richesse exotique. On lui donna le prénom français de Mathieu, effaçant ainsi son identité africaine originelle dont plus personne ne se souciait. Les documents d'achat falsifiés le présentaient comme un domestique libre engagé volontairement. Mais tout le monde au château savait la vérité. Mathieu ne recevait aucun salaire, dormait dans une remise attenante aux écuries et portait au poignet gauche une marque au fer rouge, cicatrice indélébile de son statut de propriété humaine. Le comte l'employait aux travaux les plus pénibles du domaine, le faisant travailler dans les champs aux côtés des paysans qui le regardaient avec un mélange de curiosité, de pitié et de malaise. Certains domestiques refusaient de lui adresser la parole, d'autres lui manifestaient une sympathie discrète, mais personne n'osait défier ouvertement le comte en le traitant comme un égal. Henriette Louise aperçut Mathieu pour la première fois un matin de juin, alors qu'elle se promenait dans les jardins du château, accompagnée de Margot. Il travaillait torse nu à réparer un mur de pierre effondré, ses muscles luisant de sueur sous le soleil matinal. Lorsque la comtesse passa près de lui, il leva brièvement les yeux, et leurs regards se croisèrent pendant une fraction de seconde. Ce fut un instant banal, sans signification apparente. Mais Henriette Louise ressentit quelque chose d'étrange, une reconnaissance inexplicable, comme si elle voyait dans les yeux de cet homme la même solitude désespérée qui habitait son propre cœur. Elle ne parla pas de cette rencontre, mais au cours des semaines suivantes, elle se surprit à observer Mathieu de loin lorsqu'il travaillait dans les jardins, ou transportait des charges pour les domestiques. Elle remarqua sa dignité silencieuse, la manière dont il accomplissait chaque tâche avec une perfection minutieuse comme pour préserver un fragment de fierté dans sa condition dégradante. Elle vit aussi comment le comte le traitait, avec une cruauté gratuite
qui allait au-delà de la simple brutalité d'un maître envers un serviteur. Armand Gaston semblait prendre un plaisir pervers à l'humilier publiquement, à lui donner des ordres contradictoires, à le frapper avec une canne pour des fautes imaginaires. Un soir de juillet, alors que la chaleur étouffante rendait le sommeil impossible, Henriette Louise descendit seule dans les jardins pour respirer l'air frais de la nuit. Elle ne pensait pas y trouver quelqu'un, mais en contournant la fontaine centrale, elle découvrit Mathieu assis sur un banc de pierre, le visage levé vers les étoiles. Il sursauta en la voyant et se leva immédiatement, prêt à partir, mais elle fit un geste pour l'arrêter. Ils ne parlèrent pas cette première nuit. Ils restèrent simplement là, à quelques mètres l'un de l'autre, partageant en silence l'obscurité apaisante du jardin. Puis Henriette Louise retourna discrètement à ses appartements, le cœur battant d'une émotion qu'elle ne comprenait pas encore. Ces rencontres nocturnes se répétèrent au cours de l'été. Toujours brèves, toujours silencieuses au début, elles devinrent progressivement le seul moment où Henriette Louise se sentait véritablement vivante. Peu à peu, ils commencèrent à échanger quelques mots à voix basse. Mathieu parlait un français haché, appris dans les plantations, mais il s'exprimait avec une intelligence aiguë qui surprit la jeune femme. Il lui raconta par fragments son histoire, comment il avait été enlevé enfant dans son village d'Afrique de l'Ouest, vendu à des négriers européens, enchaîné dans la cale d'un navire pendant 3 mois de traversée infernale, où un tiers des captifs étaient morts de maladie et de désespoir. Il lui décrivit les plantations de Saint-Domingue, la chaleur accablante, le travail sous le fouet des contremaîtres, les punitions atroces infligées à ceux qui tentaient de fuir ou de se révolter. Il lui parla aussi de la beauté de sa terre natale, des chants de son peuple, des traditions perdues qu'il essayait de se remémorer pour ne pas devenir complètement l'esclave anonyme que ses maîtres voulaient faire de lui. Il lui confia qu'il savait lire un peu, ayant appris en secret auprès d'un prêtre compatissant dans la colonie, et qu'il gardait caché dans sa remise un exemplaire abîmé de l'Émile de Rousseau, ce livre dangereux qui proclamait que tous les hommes naissaient libres et égaux. Henriette Louise, de son côté, se confia également. Elle lui raconta son enfance au couvent, ses rêves de jeune fille qui imaginait le mariage comme une libération, puis la réalité brutale de sa condition d'épouse soumise à un tyran. Elle lui avoua sa solitude, sa peur constante, le sentiment d'être elle aussi une prisonnière dans un château qui aurait dû être sa maison. Elle lui dit qu'elle ne comprenait pas comment le monde pouvait être organisé de manière si injuste, comment Dieu pouvait permettre que des êtres humains possèdent d'autres êtres humains, comment l'Église pouvait bénir des mariages où l'épouse n'avait pas plus de droit qu'un meuble. Ces conversations nocturnes créèrent entre eux un lien profond qui dépassait largement la simple sympathie. Pour la première fois de leur vie respective, chacun trouvait en l'autre une âme qui comprenait véritablement sa souffrance. Ils étaient 2 prisonniers dans le même château, l'un enchaîné par la couleur de sa peau et son statut d'esclave, l'autre par son sexe et son statut d'épouse. Et progressivement, cette compréhension mutuelle se transforma en quelque chose de plus dangereux encore. Un sentiment que ni l'un ni l'autre n'osait nommer, mais qui grandissait chaque nuit avec une force irrésistible. À l'automne de 1782, leur relation franchit une frontière irréversible. Une nuit de septembre, alors qu'ils se promenaient côte à côte dans l'allée de Tilleuls, Mathieu prit la main d'Henriette Louise. Ce geste simple, ce contact de peau contre peau, était un crime passible de mort dans la société de l'époque. Une comtesse blanche et un esclave noir ne pouvaient même pas se toucher sans violer tous les codes sociaux, religieux et raciaux qui structuraient le royaume de France. Mais Henriette Louise ne retira pas sa main. Au contraire, elle la serra plus fort, et ensemble, cachés par l'obscurité complice, ils s'embrassèrent pour la première fois. Ce qui suivit fut une liaison clandestine d'une audace folle. Ils se retrouvaient désormais plusieurs fois par semaine dans différents endroits du domaine, toujours de nuit, toujours avec la peur constante d'être découverts. Ils utilisaient une remise abandonnée près des écuries, un pavillon de chasse rarement utilisé au fond du parc, parfois même la chapelle, lorsqu'ils étaient certains que personne ne viendrait.
Henriette Louise apprenait à mentir avec une facilité qui l'effrayait elle-même, inventant des migraines, des prières prolongées, des promenades solitaires pour échapper à la surveillance de son époux et des domestiques. Margot, la femme de chambre, découvrit leur secret dès le mois d'octobre. Elle avait remarqué les absences nocturnes de sa maîtresse, les changements dans son humeur, l'éclat nouveau dans ses yeux. Une nuit, elle suivit Henriette Louise et la vit entrer dans le pavillon de chasse où Mathieu l'attendait. Au lieu de les dénoncer, Margot choisit de devenir leur complice. Elle comprenait l'amour malgré les interdits et elle admirait le courage de sa maîtresse. Elle se mit à couvrir leur rencontre, à détourner l'attention des autres domestiques, à prévenir Henriette Louise quand le comte rôdait près de ses appartements. Mais cette situation ne pouvait durer indéfiniment. Le comte, bien qu'ivre la plupart du temps, n'était pas complètement aveugle. Il remarqua que sa femme semblait différente, moins soumise, moins terrorisée par sa présence. Il vit aussi que Mathieu le regardait désormais avec une insolence à peine dissimulée. Des soupçons confus commencèrent à germer dans son esprit embrumé par l'alcool, mais il ne parvenait pas à imaginer la vérité tellement elle lui semblait impossible. Une comtesse française ne pouvait pas s'abaisser avec un esclave noir. C'était impensable, contre nature, une abomination que même son imagination pervertie refusait d'envisager sérieusement. L'hiver de 1782 à 83 fut particulièrement rigoureux. La neige recouvrit le domaine pendant des semaines, isolant le château du reste du monde. Les paysans moururent de froid dans leurs masures mal chauffées, le bétail périt dans les étables, et même au château, malgré les immenses feux de cheminée, l'humidité glaciale pénétrait partout. Cette période d'enfermement forcé rendit les rencontres d'Henriette Louise et Mathieu encore plus difficiles et dangereuses. Ce fut pendant cet hiver que la jeune comtesse commença à envisager l'impensable. Elle réalisait que sa situation était sans issue. Elle ne pouvait continuer ainsi indéfiniment à vivre une double vie entre son mariage forcé et son amour interdit. Elle ne pouvait fuir le château sans argent ni protection, et même si elle y parvenait, où pourrait-elle aller avec Mathieu? Aucune ville de France ne les accepterait, aucune institution ne les protégerait. Aux yeux de la loi, elle était la propriété de son mari, et Mathieu était la propriété de son mari également. Ils n'existaient pas en tant qu'individus libres capables de choisir leur destin. Une nuit de janvier 1783, alors qu'ils se tenaient serrés l'un contre l'autre dans le pavillon gelé, Mathieu lui confia un plan désespéré. Il avait entendu parler, par d'autres esclaves évadés des colonies, de sociétés abolitionnistes en Angleterre qui aidaient les fugitifs à trouver refuge à Londres. Si Henriette Louise et lui parvenaient à atteindre un port de la côte nord, s'ils trouvaient un navire prêt à les embarquer clandestinement, ils pourraient peut-être traverser la Manche et commencer une nouvelle vie sous de fausses identités dans un pays où personne ne les connaîtrait. C'était un rêve fou, presque impossible à réaliser. Mais Henriette Louise s'y accrocha comme à une planche de salut. Elle commença à planifier leur fuite avec une minutie obsessionnelle. Elle devrait voler de l'argent à son mari, rassembler des vêtements simples pour se déguiser en paysanne, choisir le moment propice où le comte serait trop ivre pour réagir rapidement. Mais il y avait un obstacle majeur, insurmontable, tant qu'Armand Gaston serait vivant. Le comte était le propriétaire légal de Mathieu. Même s'ils fuyaient ensemble, ils pourraient lancer des mandats d'arrêt, mobiliser la maréchaussée, offrir des récompenses pour leur capture. Et lorsqu'on les retrouverait, et on les retrouverait forcément, Mathieu serait exécuté publiquement après avoir été torturé, et Henriette Louise serait enfermée à vie dans un couvent-prison. Ce fut Margot qui, sans le savoir, donna à sa maîtresse l'idée qui changerait tout. Un soir de février, alors qu'elle brossait les cheveux d'Henriette Louise, elle mentionna en passant l'histoire d'une famille noble des environs. Le baron de Rochambeau était mort subitement l'année précédente après un banquet de chasse. Les médecins avaient été conclus à une apoplexie, mais des rumeurs persistantes dans les villages voisins suggéraient que sa jeune épouse, qui avait hérité de tous ses biens, l'avait empoisonné avec de l'arsenic acheté sous prétexte de tuer les rats du château.
Aucune enquête n'avait été ouverte car la baronne appartenait à une famille influente et personne ne voulait scandaliser la noblesse locale avec des accusations aussi graves sans preuves irréfutables. Henriette Louise écouta cette histoire avec une attention particulière. L'arsenic. Un poison lent, difficile à détecter, qui provoquait des symptômes ressemblant à une mort naturelle si on l'administrait à petites doses régulières. Les apothicaires en vendaient librement pour éliminer la vermine, et n'importe qui pouvait s'en procurer sans éveiller de soupçons. Une fois l'idée plantée dans son esprit, elle ne parvint plus à s'en débarrasser. Elle passa des semaines à se débattre avec sa conscience. Elle avait été élevée dans la foi catholique, elle connaissait le 5e commandement « Tu ne tueras point ». Elle savait qu'elle mettrait son âme immortelle en péril, qu'elle commettrait un péché mortel impardonnable. Mais chaque nuit, lorsque le comte venait dans sa chambre avec son haleine avinée et ses mains brutales, lorsqu'elle le voyait frapper Mathieu pour son simple plaisir sadique, lorsqu'elle réalisait que sa vie entière serait ce cauchemar sans fin jusqu'à sa propre mort, sa résolution faiblissait. Si ce récit vous glace le sang, mettez un pouce en l'air et dites-moi dans les commentaires ce que vous auriez fait à la place d'Henriette Louise. Certaines situations ne laissent aucune issue honorable. Au mois de mars 1783, Henriette Louise franchit le pas. Elle envoya Margot à la ville la plus proche, avec l'ordre d'acheter de l'arsenic chez l'apothicaire, soi-disant pour traiter une invasion de rats dans les réserves du château. Margot comprit immédiatement l'usage réel que sa maîtresse comptait faire de ce poison, mais elle ne posa aucune question. Elle revint le lendemain avec un petit sachet de poudre blanche qu'elle remit à Henriette Louise dans le plus grand secret. La jeune comtesse conserva le poison pendant plusieurs semaines, sans oser l'utiliser, déchirée entre son désir de liberté et l'horreur de ce qu'elle s'apprêtait à faire. Mais un incident vint précipiter sa décision. Un soir d'avril, le comte rentra au château dans un état de fureur inhabituel. Il avait perdu une somme importante au jeu chez un noble voisin, et il cherchait quelqu'un sur qui passer sa rage. Il trouva Mathieu dans les écuries et le battit avec une telle violence que l'homme s'effondra, le visage en sang, plusieurs côtes probablement brisées. Henriette Louise apprit ce qui s'était passé par Margot. Elle descendit immédiatement aux écuries, malgré le danger, et trouva Mathieu étendu sur la paille souillée de son sang. Il respirait difficilement. Ses yeux étaient presque fermés par l'enflure, et il gémissait de douleur à chaque inspiration. Elle resta près de lui toute la nuit, le soignant comme elle le pouvait avec de l'eau fraîche et des linges propres, pleurant de rage impuissante face à cette injustice absolue. Ce fut cette nuit-là qu'elle prit sa décision définitive. Elle ne pouvait pas continuer à regarder l'homme qu'elle aimait être détruit lentement par un tyran ivre. Elle ne pouvait pas attendre passivement que le comte les découvre et les fasse exécuter. Elle devait agir, même si cela signifiait damner son âme pour l'éternité. Le lendemain soir, elle commença à ajouter de minuscules quantités d'arsenic dans le vin que buvait son époux à chaque repas. Elle procédait avec une prudence extrême, dosant le poison de manière à provoquer des symptômes progressifs qui ressembleraient à une maladie naturelle. Le comte, qui buvait déjà énormément, ne remarqua rien au début. Il se plaignit simplement d'avoir mal au ventre, d'être constamment fatigué, de souffrir de maux de tête lancinants. Il accusa la cuisinière de mal préparer les viandes, les domestiques de le laisser dans des courants d'air, les paysans de lui avoir transmis quelques pestilences rurales. Les semaines passèrent et l'état du comte empira régulièrement. Il maigrissait visiblement. Son teint devint grisâtre, ses cheveux se mirent à tomber par plaques. Il vomissait fréquemment après les repas et passait ses journées couché dans ses appartements, trop faible pour sortir ou même pour tyranniser ses gens. On fit venir un médecin du bourg voisin, un vieil homme aux connaissances limitées, qui diagnostiqua une fièvre maligne et prescrivit des saignées qui ne firent qu'affaiblir davantage le malade. Henriette Louise jouait son rôle d'épouse inquiète, avec une perfection remarquable. Elle passait de longues heures au chevet de son mari, lui tenant la main, épongeant son front moite, donnant elle-même des ordres à la domesticité pour assurer ses soins.
Personne ne soupçonnait que cette dévotion conjugale cachait la plus noire des trahisons, que chaque geste de tendresse n'était qu'une comédie destinée à détourner les soupçons. Seuls Margot et Mathieu connaissaient la vérité, et tous trois vivaient dans une tension constante, attendant le moment où le comte rendrait enfin son dernier souffle. Mais Armand Gaston se révéla plus résistant que prévu. Des semaines devinrent des mois, et malgré la détérioration évidente de sa santé, il s'accrochait obstinément à la vie. L'été arriva, puis l'automne, et le comte continuait à survivre, transformé en une créature décharnée et gémissante mais toujours vivante. Henriette Louise n'osait pas augmenter les doses de peur d'éveiller des soupçons, mais cette attente interminable la rongeait de l'intérieur. Elle ne dormait presque plus, hantée par la peur d'être découverte et par la culpabilité qui grandissait chaque jour, malgré sa conviction d'agir par nécessité. Durant cette période, elle continua à voir Mathieu en secret. Mais leur rencontre était devenue désespérée et tendue. Ils ne parlaient presque plus, se contentant de se tenir enlacés dans l'obscurité, cherchant un réconfort mutuel face à l'horreur de ce qu'ils avaient déclenché. Mathieu avait récupéré de ses blessures physiques, mais quelque chose s'était brisé en lui. Il se rendait compte qu'Henriette Louise commettait un meurtre pour lui, pour leur amour impossible, et cette pensée le détruisait autant qu'elle le libérait. L'hiver de 1783 à 84 fut encore plus rude que le précédent. Le comte, alité en permanence, délirait souvent sous l'effet de la fièvre et du poison accumulé dans son organisme. Il appelait sa première épouse morte, accusait des ennemis imaginaires de vouloir l'assassiner, hurlait des obscénités incompréhensibles qui terrorisaient les domestiques. Le château tout entier vivait dans une atmosphère morbide, chacun attendant la mort inévitable du maître sans oser l'exprimer à voix haute. Ce fut pendant une nuit glaciale de janvier 1784 qu'Henriette Louise commit son erreur fatale. Le comte, pris d'une violente crise de vomissement, réclamait du vin pour apaiser les brûlures de son estomac. Dans son empressement à lui donner ce qu'il demandait, elle versa une dose d'arsenic légèrement supérieure à l'habitude dans la carafe qu'elle lui apporta. Le comte but avidement, puis moins d'une heure plus tard, il fut saisi de convulsions terribles. Il se tordait sur son lit en hurlant, ses yeux révulsés, de l'écume aux lèvres. Henriette Louise, paniquée, fit appeler le médecin en urgence. Mais au fond d'elle-même, elle savait que c'était fini. Le comte Armand Gaston de Valcœur mourut à l'aube après une agonie de plusieurs heures. Le médecin qui était resté à son chevet conclut à une crise d'apoplexie foudroyante, conséquence de la longue maladie qui le minait depuis des mois. Il signa le certificat de décès sans poser de questions embarrassantes, acceptant la bourse généreuse qu'Henriette Louise lui glissa discrètement. Le curé vint administrer les derniers sacrements à un cadavre déjà froid, puis le corps fut préparé pour les funérailles selon les rites de la noblesse. Les obsèques du comte furent célébrées 3 jours plus tard dans la chapelle du château, en présence de la petite noblesse locale et des notables des villages environnants. Henriette Louise portait le deuil avec une dignité parfaite, vêtue de noir de la tête aux pieds, le visage caché par un voile opaque. Elle pleurait aux moments appropriés, recevait les condoléances avec une grâce émouvante, et personne ne douta un instant de son chagrin de jeune veuve. Le cercueil fut descendu dans le caveau familial sous la chapelle, et une messe fut dite pour le repos de l'âme du défunt. Selon les lois de succession de l'époque, Henriette Louise héritait de l'usufruit du domaine, jusqu'à ce qu'un héritier mâle de la famille puisse en prendre possession. Comme le comte n'avait pas d'enfants et que ses cousins les plus proches vivaient à des centaines de kilomètres, la jeune veuve se retrouva soudain maîtresse absolue de Valcœur. Elle contrôlait les revenus des terres, commandait aux domestiques et aux paysans, et plus personne ne pouvait lui imposer sa volonté. Pour la première fois de sa vie, elle était libre. Mais cette liberté avait un goût amer. Les nuits suivant les funérailles, Henriette Louise ne dormait presque pas, hantée par le souvenir des convulsions finales de son mari. Elle avait tué un homme, même un homme qui la terrorisait et la brutalisait. Elle avait versé le poison de ses propres mains, jour après jour pendant des mois, regardant son époux se dégrader lentement sans jamais reculer.
Elle essayait de se convaincre qu'elle avait agi par légitime défense, que c'était lui ou elle, que Dieu comprendrait et pardonnerait. Mais les enseignements de son éducation religieuse lui hurlaient qu'elle était une meurtrière damnée pour l'éternité. Mathieu, de son côté, vivait dans une terreur constante d'être découvert. Juridiquement, il appartenait maintenant à la succession du comte, et théoriquement, Henriette Louise aurait dû le vendre ou le transférer aux héritiers légaux. Mais elle fit immédiatement rédiger par le notaire du domaine un acte d'affranchissement, déclarant Mathieu homme libre et lui versant même un petit pécule en récompense de ses services. C'était un geste extraordinairement rare à cette époque, qui suscita des commentaires perplexes parmi la noblesse locale. Mais personne n'osa critiquer ouvertement une veuve en deuil. Les semaines passèrent dans une atmosphère étrange. Le château semblait respirer plus librement, sans la présence oppressante du comte, et les domestiques commençaient à s'habituer au règne plus doux de la jeune comtesse. Henriette Louise réorganisa l'administration du domaine, réduisit certaines redevances trop lourdes sur les paysans et fit réparer des bâtiments laissés à l'abandon par son mari. Elle donnait l'image d'une veuve courageuse qui prenait en main son destin avec une fermeté admirable. Mais derrière cette façade, elle planifiait déjà sa fuite avec Mathieu. Maintenant qu'il était légalement libre, qu'elle contrôlait les finances du domaine et que la période de deuil strict commençait à s'assouplir, rien ne les empêchait théoriquement de partir ensemble. Pourtant, elle savait que le scandale serait immense. Une comtesse blanche qui abandonnait son château, ses responsabilités et son rang pour fuir avec un ancien esclave noir, cela dépassait l'entendement de la société de l'époque. On la traquerait, on la ramènerait de force, on l'enfermerait pour folie ou dépravation morale. Elle dut donc préparer leur départ avec la même minutie obsessionnelle qu'elle avait mise à empoisonner son mari. Elle vendit discrètement des bijoux de famille à des marchands de passage, accumulant progressivement une somme d'argent suffisante pour financer leur voyage. Elle fit coudre par Margot des vêtements simples de paysanne, très différents des robes somptueuses qu'elle portait habituellement. Elle se renseigna auprès de domestiques voyageurs sur les routes vers le nord, les auberges sûres, les ports où l'on posait peu de questions sur l'identité des passagers. Margot, fidèle jusqu'au bout, accepta de les accompagner dans leur fuite. Elle n'avait rien à perdre, pas de famille proche, pas d'attaches particulières au domaine. L'idée d'une aventure en Angleterre l'excitait, et elle admirait trop sa maîtresse pour l'abandonner maintenant. Les trois complices se réunissaient la nuit dans les appartements d'Henriette Louise pour finaliser les derniers détails de leur évasion. Mais au printemps de 1784, un événement imprévu vint tout bouleverser. Le cousin germain du comte, un certain Édouard Philippe de Valcoeur, se présenta au château sans prévenir, accompagné d'un homme de loi. C'était un homme de 35 ans environ, au visage sec et aux yeux inquisiteurs, qui avait passé la majeure partie de sa vie à Paris dans des fonctions administratives obscures. Il venait réclamer son héritage en tant que plus proche parent masculin du défunt. Henriette Louise le reçut avec toute la courtoisie requise, mais elle comprit immédiatement le danger. Édouard Philippe n'était pas un noble provincial facile à duper. Il examina les comptes du domaine avec une attention méticuleuse, interrogea les domestiques, inspecta les bâtiments, et surtout, il posa des questions très précises sur les circonstances de la mort de son cousin. Il trouvait étrange qu'un homme encore relativement jeune, certes malade, soit mort si soudainement après des mois d'agonie lente. Il voulut voir le certificat de décès, parler au médecin qui avait soigné le comte, consulter les registres de l'apothicaire pour savoir quel remède avait été administré. L'homme de loi qui l'accompagnait était encore plus redoutable. C'était un certain maître Dufresne, un procureur parisien réputé pour son acharnement dans les affaires d'héritage. Il flairait l'argent et le scandale, et il n'hésiterait pas à retourner chaque pierre du domaine pour trouver quelque chose de compromettant. Il commença à interroger séparément les domestiques, notant chaque incohérence, chaque détail suspect dans leurs témoignages. Ce fut un valet d'écurie, un jeune homme simplet nommé Bastien, qui commit la première erreur.
Pressé de questions par maître Dufresne, il mentionna innocemment avoir vu plusieurs fois pendant l'hiver la comtesse se promener seule la nuit dans les jardins, ce qui était étrange pour une dame de son rang. Il ajouta qu'il avait parfois aperçu l'esclave, Mathieu comme on l'appelait alors, sortir de sa remise aux mêmes heures inhabituelles. Il ne suggérait rien de précis, mais l'association de ces deux faits éveilla immédiatement les soupçons du procureur. Maître Dufresne entreprit alors une investigation plus approfondie. Il découvrit que la comtesse avait fait affranchir Mathieu très rapidement après la mort du comte, ce qui était inhabituel. Il apprit par Margot, qui l'interrogea durement, que sa maîtresse avait acheté de l'arsenic plusieurs mois avant le décès du comte, soi-disant pour les rats. Il constata que le médecin qui avait signé le certificat de décès était un vieil homme à la réputation douteuse, connu pour accepter des pots de vin. Pièce par pièce, il assemblait un puzzle accablant. Un matin de mai, Édouard Philippe et maître Dufresne confrontèrent Henriette Louise dans le grand salon du château. Ils lui exposèrent leurs découvertes et leurs soupçons. Ils l'accusèrent ouvertement d'avoir empoisonné le comte avec de l'arsenic, probablement pour hériter de son domaine et vivre ensuite en liberté. Ils ne mentionnèrent pas encore Mathieu, mais leurs regards entendus suggéraient qu'ils devinaient l'existence d'une relation coupable. Henriette Louise nia tout avec véhémence. Elle expliqua que l'arsenic avait effectivement servi à éliminer une invasion de rats dans les réserves, que son mari était mort d'une maladie naturelle après des mois de souffrance, que le médecin avait établi un diagnostic clair. Elle joua la veuve indignée, outragée par ces accusations monstrueuses portées contre elle alors qu'elle pleurait encore son époux. Elle menaça de porter plainte pour diffamation, de faire appel à sa propre famille noble pour la défendre. Mais maître Dufresne n'était pas impressionné. Il annonça calmement qu'il allait demander l'exhumation du corps du comte pour faire pratiquer une autopsie approfondie. Les techniques médico-légales de l'époque commençaient à permettre de détecter la présence d'arsenic dans les tissus d'un cadavre, même plusieurs mois après la mort. Si l'analyse révélait des traces de poison, Henriette Louise serait arrêtée et jugée pour meurtre. En tant que comtesse, elle ne serait pas exécutée publiquement, mais elle passerait le reste de sa vie enfermée dans un couvent-prison, tous ses biens confisqués par la famille de son mari. Cette menace plongea Henriette Louise dans un état de panique absolue. Elle savait que l'autopsie révélerait forcément des quantités massives d'arsenic dans le corps de son mari. Il n'y aurait aucun moyen de nier l'évidence. Et si l'enquête se poursuivait, il découvrirait inévitablement sa liaison avec Mathieu, ce qui aggraverait encore les charges contre elle. On ne la considérerait plus seulement comme une empoisonneuse, mais comme une femme dépravée qui avait tué son mari pour vivre dans le péché avec un ancien esclave. Le scandale éclabousserait toute sa famille, détruirait son nom pour les générations futures. Elle comprit qu'il ne lui restait qu'une seule option: fuir immédiatement, avant que l'exhumation ne soit ordonnée officiellement, avant que la maréchaussée ne vienne l'arrêter. Elle disposait peut-être de quelques jours, une semaine tout au plus, avant que les procédures légales ne soient en place. C'était maintenant ou jamais. Cette nuit-là, elle réunit Margot et Mathieu dans ses appartements et leur annonça qu'ils devaient partir dès le lendemain à l'aube. Ils n'avaient plus le temps de peaufiner leurs plans, plus le temps d'accumuler davantage d'argent ou de préparer minutieusement leur voyage. Ils prendraient ce qu'ils avaient, quelques vêtements, les bijoux déjà vendus, et ils disparaîtraient avant que quiconque ne puisse les arrêter. Margot accepta immédiatement, avec ce mélange d'excitation et de peur qui la caractérisait. Mais Mathieu hésita. Pour la première fois depuis des mois, il exprima ouvertement ses doutes. Il demanda à Henriette Louise si elle était vraiment certaine de vouloir sacrifier tout ce qu'elle avait, son rang, sa fortune, sa réputation, sa famille, pour une vie de fugitive avec un homme que la société considérait à peine comme humain. Il lui dit qu'il l'aimait plus que tout, mais qu'il ne pouvait accepter qu'elle se détruise pour lui. Peut-être devrait-elle rester, nier les accusations, utiliser ses relations nobles pour se défendre, et le laisser partir seul. Henriette Louise le regarda longuement, puis elle lui prit les mains et lui dit calmement qu'elle avait déjà franchi la ligne, que personne ne pouvait revenir en arrière. Elle avait tué son mari.
Elle avait commis un meurtre. Que Mathieu parte ou reste avec elle, elle était déjà condamnée si la vérité éclatait. La seule différence, c'était qu'avec lui, elle avait une raison de fuir, un espoir de construire quelque chose de nouveau malgré l'horreur de ce qu'elle avait fait. Sans lui, sa fuite n'avait aucun sens. Elle préférait mourir que retourner à sa vie d'avant, à cette prison dorée où elle n'était qu'un objet, une propriété, une coquille vide. Mathieu comprit qu'il ne pourrait pas la dissuader. Il acquiesça en silence, et tous trois se préparèrent pour leur départ. L'aube du 23 mai 1784, alors que le château dormait encore, Henriette Louise, Mathieu et Margot franchirent discrètement les grilles du domaine de Valcoeur. Ils portaient des vêtements de paysans, avaient caché leur argent dans des sacoches dissimulées sous leur manteau et ne prenaient avec eux que le strict nécessaire. Henriette Louise jeta un dernier regard au château qui avait été sa prison pendant près de 3 ans, puis elle se détourna et marcha résolument vers la route qui menait au nord. Ils voyagèrent pendant plusieurs semaines, évitant les grandes routes, dormant dans des granges ou des auberges isolées, se présentant comme des domestiques en route vers Paris pour chercher du travail. Henriette Louise avait coupé ses cheveux courts et portait constamment un bonnet de paysanne qui cachait son visage. Mathieu marchait légèrement en retrait, jouant le rôle du serviteur muet pour attirer le moins d'attention possible. Margot faisait la conversation dans les auberges, racontant des histoires inventées sur leur passé, détournant les questions trop précises. Le voyage fut éprouvant. Ils devaient marcher des heures chaque jour sur des chemins boueux, traverser des forêts inquiétantes, éviter les brigands qui rôdaient sur les routes. Plusieurs fois, ils croisèrent des patrouilles de maréchaussée et durent se cacher dans les bois jusqu'à ce que les cavaliers s'éloignent. Henriette Louise, qui n'avait jamais marché plus de quelques centaines de mètres dans les jardins du château, souffrait de douleurs atroces aux pieds et aux jambes, mais elle serrait les dents et continuait sans se plaindre. Ils atteignirent finalement la côte normande au début du mois de juillet. Le port où ils arrivèrent était une petite ville poissonneuse et bruyante, pleine de marins, de marchands et de contrebandiers. Ils passèrent plusieurs jours à chercher un capitaine de navire prêt à les embarquer clandestinement vers l'Angleterre. Ce fut finalement un vieux marin breton, un certain capitaine Loïc, qui accepta moyennant une somme exorbitante. Il ne posa aucune question sur leur identité, devinant probablement qu'ils fuyaient quelque chose, mais du moment qu'ils payaient, ils s'en fichaient. La traversée de la Manche dura une nuit et un jour entier, par une mer agitée qui rendit Henriette Louise et Margot malades à en mourir. Elles vomirent par-dessus bord pendant des heures, accrochées au bastingage, pendant que Mathieu les soutenait et tentait de les réconforter. Mais lorsque les côtes anglaises apparurent enfin à l'horizon, avec les falaises blanches de Douvres brillant sous le soleil de l'après-midi, les 3 fugitifs éprouvèrent un soulagement immense. Ils avaient réussi. Ils avaient traversé la mer. Ils étaient en Angleterre, hors de portée de la justice française. Mais leur arrivée à Londres, quelques jours plus tard, dissipa rapidement leurs illusions. La capitale anglaise était une métropole gigantesque, sale, bruyante et dangereuse pour ceux qui ne connaissaient ni la langue ni les codes sociaux. L'argent qu'il leur restait fondait rapidement dans les auberges sordides des quartiers pauvres où ils devaient se loger. Les sociétés abolitionnistes dont Mathieu avait entendu parler existaient bien, mais elles étaient débordées par le nombre de réfugiés des colonies et se méfiaient des Français depuis que la France soutenait les Américains contre l'Angleterre. Henriette Louise, qui parlait un peu d'anglais appris au couvent, réussit à trouver du travail comme gouvernante dans une famille bourgeoise qui ne posait pas trop de questions sur son passé. Elle se faisait appeler Louise Fontaine, veuve d'un petit marchand français ruiné. Mathieu trouva un emploi de portefaix dans les docks de la Tamise, un travail épuisant mais qui payait suffisamment pour survivre. Margot devint servante dans une taverne du quartier de Southwark. Ils vécurent ainsi pendant près de 3 ans, dans des conditions modestes mais libres.
Henriette Louise et Mathieu ne pouvaient pas se marier officiellement, car les lois anglaises de l'époque interdisaient encore les mariages interraciaux. Mais ils vivaient ensemble comme mari et femme dans un petit logement humide près des docks. Margot habitait non loin, et les trois exilés formaient une famille de substitution, soudés par leurs secrets partagés et leur passé commun. Henriette Louise donna naissance à une fille en 1786, puis à un garçon en 1788. Les enfants avaient la peau claire, presque aussi pâle que celle de leur mère, mais leurs cheveux bouclés et certains traits de leur visage trahissaient leur ascendance mixte. Dans le Londres cosmopolite de la fin du XVIIIe siècle, ils n'étaient pas les seuls enfants métis, et personne ne les regardait avec l'horreur scandalisée qu'ils auraient suscitée en France. Mais Henriette Louise ne parvint jamais véritablement à oublier ce qu'elle avait fait. Elle faisait des cauchemars récurrents où elle revoyait les convulsions agonisantes de son mari, où elle entendait les accusations de Maître Dufresne, où elle se retrouvait enfermée dans un cachot glacial. Elle sursautait chaque fois qu'elle croisait un Français dans les rues de Londres, craignant toujours d'être reconnue malgré les années passées. Elle allait parfois seule dans une église catholique française de la ville, où elle priait pendant des heures, implorant un pardon qu'elle savait ne jamais pouvoir obtenir vraiment. Mathieu, lui, s'adaptait mieux à leur nouvelle vie. Il apprenait l'anglais rapidement, se faisait des amis parmi les dockers et les marins, et commençait même à s'intéresser au mouvement abolitionniste qui gagnait en force en Angleterre. Il participait à des réunions clandestines où d'anciens esclaves racontaient leurs histoires et militaient pour l'abolition complète de la traite. Il trouvait un sens à son existence en aidant d'autres fugitifs à s'établir à Londres, en partageant son expérience et en leur donnant de l'espoir. Les nouvelles de France leur parvenaient de manière fragmentaire, par les journaux anglais et les récits des voyageurs. Ils apprirent qu'en 1789, la Révolution avait éclaté à Paris, que le peuple s'était soulevé contre le roi et la noblesse, que l'ancien régime s'effondrait dans la violence et le chaos. Les nobles émigraient en masse vers l'Angleterre, l'Allemagne, la Russie, fuyant la guillotine et la confiscation de leurs biens. Des noms connus défilaient dans les listes d'exécutés publiées par les gazettes. L'aristocratie française était en train de disparaître dans un bain de sang. Henriette Louise se demandait souvent ce qui était advenu du château de Valcoeur, d'Édouard Philippe, de Maître Dufresne, de tous ceux qui l'avaient reconnu. Avait-il été emporté par la tourmente révolutionnaire? Le domaine avait-il été confisqué et redistribué aux paysans? Les archives avaient-elles été brûlées avec tant d'autres documents de l'ancien régime? Était-elle toujours recherchée, ou son affaire avait-elle été enterrée sous la masse des événements plus urgents? En 1793, elle eut sa réponse de manière inattendue. Un noble français émigré qu'elle croisa par hasard dans une soirée charitable organisée par l'Église française de Londres mentionna en passant le nom de Valcoeur. Il raconta que le château avait été pillé puis incendié par les paysans révoltés en 1789, que toute la famille des Valcoeur avait été massacrée ou avait fui, que le domaine n'était plus que ruine. Il ajouta, avec un petit rire méprisant, qu'il y avait eu autrefois une histoire scandaleuse dans cette famille. Une comtesse qui aurait empoisonné son mari, puis disparu avec un esclave, mais que personne ne savait ce qu'elle était devenue. Certains disaient qu'elle avait été rattrapée et exécutée en secret, d'autres qu'elle s'était noyée en tentant de traverser la Manche. Peu importait maintenant, tout cela appartenait à un monde révolu. Henriette Louise écouta ce récit sans broncher, le visage impassible derrière son éventail. Lorsque le noble s'éloigna, elle sortit discrètement de la soirée et rentra chez elle en tremblant. Elle réalisa que son histoire était devenue une simple anecdote scandaleuse, un ragot oublié parmi tant d'autres dans le chaos de la Révolution. Elle n'était plus une criminelle recherchée, juste un fantôme du passé, une ombre sans importance dans un monde qui avait complètement changé. Cette nuit-là, elle raconta tout à Mathieu. Elle lui parla du château en ruine, de la famille massacrée, de leur histoire transformée en légende urbaine imprécise.
Elle pleura pour la première fois depuis des années, non pas de culpabilité, mais d'un soulagement étrange et douloureux. Elle était libre, vraiment libre maintenant. Plus personne ne la cherchait, plus personne ne se souciait de ce qu'elle avait fait. Le monde de l'Ancien Régime, avec ses codes rigides, ses hiérarchies immuables, ses interdits absolus, s'était effondré, emportant avec lui les preuves de son crime et les juges qui auraient pu la condamner. Mathieu la tint serré contre lui toute la nuit, et pour la première fois depuis leur fuite, ils se sentirent véritablement en sécurité. Les années passèrent, les enfants grandirent. La fille aînée, qu'ils avaient appelée Rose, devint une jeune femme intelligente qui apprit à lire et à écrire avec une facilité remarquable. Le garçon, Thomas, était plus rêveur, passionné par les navires et les histoires de voyages lointains. Margot se maria finalement avec un artisan anglais, un bonhomme qui l'aimait sincèrement, et elle eut elle-même 3 enfants. Henriette Louise et Mathieu vieillirent ensemble dans leur modeste logement londonien. Leur histoire d'amour, qui avait commencé dans le secret et la terreur, se transforma progressivement en une affection paisible, usée par les années mais solide comme le roc. Ils ne parlaient presque jamais de la France, du château, de ce qui s'était passé. C'était un autre monde, une autre vie qui semblait appartenir à des personnes différentes. Henriette Louise mourut en 1816, à l'âge de 53 ans, emportée par une pneumonie qui l'affaiblit en quelques semaines. Sur son lit de mort, entourée de Mathieu, de ses enfants et de Margot, elle prononça ces derniers mots en français, une langue que personne d'autre dans la pièce ne comprenait vraiment. Elle dit simplement « J'ai choisi l'amour. J'ai choisi la liberté. Que Dieu me pardonne ou me condamne, je referai le même choix. » Mathieu lui survécut 10 ans. Il mourut en 1826, paisiblement dans son sommeil, à l'âge de 69 ans. Il fut enterré à côté d'Henriette Louise, dans un petit cimetière de l'East End, sous une pierre tombale qui portait simplement leur nom anglicisé. Louise Fontaine et Matthew Fontaine, époux dévoués, parents aimants. Leurs enfants et petits-enfants ne connurent jamais toute la vérité sur leur histoire. Ils savaient vaguement que leur grand-mère avait été française, de bonne famille, et qu'elle avait fui la Révolution avec leur grand-père. Mais les détails précis, le château, le meurtre, la fuite désespérée, tout cela se perdit dans le silence et l'oubli que les 2 amants avaient choisi de maintenir jusqu'à leur mort. Les archives françaises de l'affaire Walker furent effectivement détruites pendant la Révolution, comme tant d'autres documents de l'Ancien Régime. Le château lui-même ne fut jamais reconstruit, et aujourd'hui, il n'en reste que quelques pans de murs envahis par la végétation, visibles depuis une route départementale qui traverse cette région reculée du centre de la France. Personne ne s'arrête pour les regarder. Personne ne connaît l'histoire de la comtesse qui empoisonna son mari pour fuir avec l'homme qu'elle aimait. Ou peut-être que quelqu'un se souvient encore. Peut-être que dans les archives poussiéreuses d'une bibliothèque locale, dans les mémoires manuscrites d'un noble émigré, dans les lettres oubliées d'un procureur disparu, les fragments de cette histoire attendent d'être redécouverts. Peut-être que les descendants d'Henriette Louise et de Mathieu, dispersés aujourd'hui entre l'Angleterre, le Canada et les États-Unis, portent encore dans leur gène et dans leur nom la trace de cet amour impossible qui défia toutes les lois de son époque. Ce qui est certain, c'est que cette histoire soulève des questions qui résonnent encore aujourd'hui. Jusqu'où peut-on aller au nom de l'amour? Le meurtre peut-il jamais être justifié, même face à un tyran? Une femme qui tue son mari violent, est-elle une criminelle ou une victime qui se défend? Un amour interdit par la société mérite-t-il qu'on sacrifie tout pour le vivre? Et surtout, dans un système qui nie l'humanité de certains et l'autonomie d'autres, qui est vraiment coupable? Henriette Louise de Fontbrun a-t-elle existé? Le château de Walker a-t-il vraiment abrité ce drame sombre? Mathieu était-il un homme réel ou une invention romantique? Les documents ont disparu, les témoins sont morts depuis plus de 2 siècles, et la vérité s'est perdue quelque part entre l'histoire et la légende. Mais peut-être que cela n'a pas d'importance.
Peut-être que l'essentiel est de se souvenir que derrière les grandes dates, les batailles célèbres et les rois couronnés, il y a eu des milliers d'histoires humaines comme celle-ci. Des gens ordinaires confrontés à des choix impossibles, des amours interdites qui ont défié les conventions, des crimes commis par désespoir plutôt que par cruauté, des fuites désespérées vers des horizons incertains. L'histoire officielle retient les noms des puissants et les oublie. Mais les autres, ceux qui ont vécu et souffert dans l'ombre, méritent aussi d'être racontés, même si nous ne pouvons jamais être certains que leur histoire soit vraiment arrivée exactement comme nous la racontons. Alors, qu'en pensez-vous? Cette histoire vous semble-t-elle vraie? Croyez-vous qu'Henriette Louise et Mathieu ont réellement existé? Auriez-vous fait les mêmes choix à leur place? Dites-le moi dans les commentaires, abonnez-vous pour découvrir d'autres récits oubliés de l'histoire française et partagez cette vidéo avec ceux qui aiment les mystères sombres et les amours impossibles. Parfois, la frontière entre l'histoire et la légende est si mince qu'elle n'existe peut-être pas vraiment.